Vous êtes live. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième mardi de la CIA. Donc moi je suis Pierre Sujobert, je travaille en hématologie biologique à Lyon Sud et je fais partie donc de l'équipe qui a décidé d'animer et de proposer ces séminaires. Donc on a pour l'instant quelques tout petits soucis de connexion de Pascal Roy, mais je vais en profiter pour meubler un peu, tel un journaliste professionnel, en vous présentant rapidement le programme de ces séminaires donc de la CIA, donc la Commission Intelligence Artificielle du mardi. Pour rappel, la première séance avait eu lieu début juin. On avait entendu Jean-Philippe Razigade et Cédric Blanc nous parler de leurs expériences, de leurs travaux de recherche actuels en bactériologie pour Jean-Philippe et en analyse du langage naturel pour Cédric Blanc. La vidéo est visionnable sur la chaîne YouTube des HCL. Aujourd'hui, c'est Pascal Roy qui va nous parler d'apprentissage machine et d'apprentissage profond par réseau de neurones. Pascal est professeur de statistique à Lyon, au Hospice civil de Lyon. Il nous a proposé de faire 3 topos un petit peu plus didactiques en fait pour nous apprendre quelques bases sur les outils de l'intelligence artificielle. Sauf signe contraire, je crois qu'il arrive toujours pas à se connecter. Comme quoi, si. Pascal, tu es là? Oui, je suis là. Ah, t'es là, super. Bonjour Pierre, merci de m'accueillir. Je crains malheureusement que ma caméra ne fonctionne pas. Tant qu'on voit tes diapos, on va dire que ça ira. Il nous manquera beaucoup de choses, mais ce sera déjà pas mal. Juste pour dire que ces séances donc, sont tous les premiers mardis du mois à midi sur Teams. Et donc la prochaine sera le mardi 7 septembre, dans laquelle je vous présenterai un peu ce qu'on fait pour le diagnostic des hémopathies. Et Marie-France Calu, qui est juriste, nous parlera des aspects juridiques de l'intelligence artificielle. Puis vous avez tout le programme ici qui est aussi sur Pixel. N'hésitez pas s'il y a des thèmes qui vous intéressent, des intervenants que vous souhaiteriez inviter, pour qu'on leur fasse signe. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à contacter Delphine Mocorbouche ou n'importe qui de la CIA. Voilà, je me tais pour laisser la parole à Pascal. Il y a un chat sur lequel vous pouvez bien sûr poser vos questions. Donc, on est très heureux de t'accueillir, Pascal. Merci beaucoup pour cette intervention et à bientôt. Du coup, vous pourrez passer les diapositives pour Pascal. Tout à fait. Merci beaucoup. Faudrait que vous coupiez votre micro parce qu'il y a quelqu'un qui est au téléphone visiblement derrière vous. Pascal, merci. Désolé pour le petit bug. Merci, c'est les risques du métier. On attaque avec l'introduction à l'intelligence artificielle, modèle algorithme, étant bien entendu que les algorithmes sont des modèles. Et on va voir la communication qu'il y a entre les deux, la similitude qu'il y a entre les deux. Diapositive suivante. Diapo suivante. Donc, on est dans le monde de la biologie et de la médecine, la variabilité est la règle. Les patients diffèrent tous les uns des autres, leur maladie, leur réponse au traitement, leur pronostic. Donc la question qui est posée aux médecins, c'est comment décider dans un monde dans lequel tout varie. Diapo suivante. Ça, c'est l'introduction, la préface qui avait été écrite par Alain-Jacques Valeron dans l'ouvrage de la discipline. Si les patients étaient identiques entre eux, je crains que les diapos passent toutes seules. Revenez en arrière, s'il vous plaît. Voilà, il n'y aurait pas besoin de biostatistique, mais il n'y aurait pas non plus de médecine. Il suffirait d'avoir une notice du fonctionnement du corps humain. Donc on est bien ici confronté à un problème pour lequel la difficulté à traiter, c'est la variabilité. Diapo suivante. Modèle. Parlons de modèle. Donc on va voir très rapidement, et le but c'est pas de lire les formules, c'est de savoir qu'en médecine, à partir du modèle le plus simple qui existe, qui est le modèle linéaire, y égale bêta 0 plus une somme des bêta j xj, avec dans le cas univarié ce qui figure à droite, y égale bêta 0 plus bêta 1 x1, on est d'accord que bêta 0 c'est l'ordonnée à l'origine et bêta 1 c'est la pente, c'est le modèle le plus simple. À partir de ce modèle linéaire, qui est le modèle le plus simple, en médecine, on utilise classiquement
pour les études diagnostiques, le modèle logistique. Et vous voyez que dans l'écriture du modèle logistique, c'est la probabilité que le sujet visiblement soit atteint, sachant le niveau de ses covariables, qui s'écrit comme une fonction de cette forme linéaire. On a également des modèles pronostiques, et là j'ai présenté l'écriture du modèle de Cox, où c'est le taux de survenue de l'événement, lambda, au délai t, et puis pour un niveau d'exposition aux variables grand X, qui s'écrit comme le taux de base fois une fonction exponentielle de cette forme linéaire. Et enfin, dans les modèles qu'on appelle théranostiques, c'est-à-dire des modèles de réponse thérapeutique, eh bien, ce sont des termes d'interaction qui figurent en complément de la forme linéaire dans l'argument de l'exponentielle. Tout ça pour se rappeler qu'en médecine, il y a vraiment 3 types de situations qui sont les situations diagnostiques, les situations d'estimation du pronostic ou les situations où on cherche à évaluer de façon précoce quel pourrait être l'effet attendu des thérapeutiques. Diapositive suivante. Estimation, si on imagine le modèle le plus simple, le modèle linéaire univarié avec en noir très plein la relation théorique inconnue. Si on la connaissait, on ne ferait pas d'étude. On construit une étude et on estime le paramètre bêta 0, ordonné à l'origine, à partir de son estimation bêta 0 chapeau, et le paramètre pente à partir de son estimation bêta 1 chapeau. Ça veut dire que la droite que va estimer le modèle, c'est la droite en pointillé, et qui va se rapprocher plus ou moins de la relation théorique inconnue. Donc construire un modèle, c'est fournir des estimations des paramètres d'une relation théorique, d'une relation vraie inconnue. Diapo suivante. Parmi les méthodes qui permettent d'estimer, dans le cas du modèle linéaire, ces paramètres, eh bien, la méthode dite des moindres carrés, c'est pour chacun des points. Ici, on imagine un nuage de points. Il n'y a que 3 points représentés, c'est les 3 petites croix. Chaque point correspond à une abscisse et à une ordonnée. Et on essaie d'estimer la droite qui passe le plus près possible du nuage de points. C'est typiquement la droite qui est figurée ici en trait plein en noir. Eh bien, les écarts entre les valeurs prédites par la droite pour des valeurs de xi et les valeurs observées sont les petits traits verticaux qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les résidus. E indice i, c'est le résidu pour le ième point, pour la ième valeur de nos données. C'est la différence entre la valeur observée, y indice i, et la valeur prédite par la droite, mu indice i. Diapo suivante. Une des façons d'estimer les paramètres de sa droite, c'est d'utiliser un estimateur. Parmi les estimateurs, l'estimateur des moindres carrés est une fonction mathématique. On calcule la somme des carrés des écarts entre les valeurs observées et les valeurs prédites en Y. Et l'estimateur des moindres carrés, c'est un estimateur qui cherche à minimiser cette somme. Et au minimum de cette somme, pour la valeur minimale prise par l'estimateur des moindres carrés, cette valeur dépend évidemment des paramètres bêta 0 et bêta 1, on obtient des estimations des paramètres bêta 0 chapeau et bêta 1 chapeau. Donc la méthode des moindres carrés est une méthode qui permet d'estimer les paramètres d'un modèle quand le modèle est linéaire. Diapo suivante. C'est cette méthode qui, par résolution mathématique, nous permet de trouver facilement une formulation algébrique à la fois de la pente estimée du modèle bêta 1 chapeau et de son ordonnée à l'origine bêta 0 chapeau. Je ne rentre pas dans le détail. Diapositive suivante. Ici, typiquement, l'idée, c'était de construire un modèle de régression du poids à la naissance de l'enfant en fonction de la durée de la grossesse, de l'âge gestationnel, en semaines d'aménorrhée, et on trouve une équation pour laquelle le poids à la naissance en grammes, c'est moins 2195 plus 148,3 fois l'âge de la grossesse, c'est-à-dire la durée de la grossesse en semaines d'aménorrhée. Évidemment, l'ordonnée à l'origine n'a pas de sens biologique, mais on voit que globalement, le poids à la naissance augmente en fonction de l'âge gestationnel. En revanche, on voit qu'une grosse partie de la dispersion des points autour de cette droite n'est pas expliquée par le modèle. C'est-à-dire que le modèle n'explique qu'une faible partie, dans le cas présent, de la relation qu'il y a entre le poids à la naissance et la durée de la grossesse en semaines d'aménorrhée. Diapositive suivante.
Ici, le modèle est un peu plus complexe. C'est un modèle bivarié. Intervient à la fois l'âge gestationnel en semaines d'aménorrhée, c'est ce qu'on lit en abscisse, et intervient également le sexe de l'enfant à la naissance. Donc les garçons sont les points bleus, les filles sont les points roses, et on voit que une partie de la variabilité de la distribution des poids à la naissance est expliquée par la durée de la grossesse, l'âge gestationnel, mais également par le sexe de l'enfant à la naissance. En moyenne, les garçons étant plus lourds à la naissance que les filles. Mais ici encore, autour de ces deux droites qui sont les droites de régression, on voit qu'on a une forte dispersion du nuage de points. Les points ne sont pas du tout alignés sur les droites, ce qui nous dit que le modèle n'explique qu'une faible partie de la variabilité. Diapo suivante. La méthode des moindres carrés, on l'a compris, on ne rentre pas dans le détail du calcul, est une méthode qui permet de fournir pour les modèles linéaires des estimations des paramètres. Une autre méthode plus générale est la méthode de la vraisemblance, le calcul de la vraisemblance. La vraisemblance, c'est pour une valeur fixée d'un paramètre, la probabilité des données. Ça veut dire que pour un ensemble de paramètres que l'on cherche à estimer, on peut calculer la vraisemblance des données. Et le maximum de vraisemblance, c'est une méthode qui consiste à retenir comme estimation des paramètres les valeurs des paramètres qui rendent maximale la probabilité des données. La vraisemblance de modèle, c'est la vraisemblance des estimations du maximum de vraisemblance de ces paramètres. On avait donc pour le modèle linéaire la méthode des moindres carrés. On a ici une autre approche qui est la méthode du maximum de vraisemblance pour obtenir des estimations des paramètres. Diapo suivante. Ici, vous avez la probabilité dans le cas de l'utilisation d'une erreur normale. Pour que la valeur de y se trouve dans l'intervalle yi moins un petit delta yi plus un petit delta yi. Et vous avez à droite une formule qui fait appel à la densité de probabilité de la loi normale et à la largeur de l'intervalle qui est décrit sur la gauche. Ça, c'est la contribution à la vraisemblance d'une seule observation. On considère que les observations de l'échantillon sont indépendantes. La vraisemblance de l'ensemble des données, c'est donc le produit des contributions individuelles à la vraisemblance. On voit bien que pour maximiser la vraisemblance, c'est maximiser le produit de ce qui se trouve à droite de l'équation, eh bien, ça revient à minimiser ce qui se trouve dans l'argument de la fonction exponentielle. Eh bien, dans le cas d'un modèle linéaire, les valeurs des paramètres qui maximisent la vraisemblance sont les mêmes que celles qui minimisent la somme des carrés des écarts, les moindres carrés. Donc, dans le cas d'un modèle linéaire, les estimations des paramètres obtenues en utilisant le maximum de vraisemblance sont similaires à celles qu'on obtient par la méthode des moindres carrés ordinaires. Diapo suivante. Mais ça, c'est vrai pour les modèles linéaires. C'est-à-dire que dans le cas du modèle linéaire, la méthode du maximum de vraisemblance qui fournit des estimations des paramètres est équivalente à la méthode des moindres carrés ordinaires. Ça veut dire que ces deux méthodes fournissent exactement les mêmes estimations des paramètres. Mais quand le modèle n'est pas linéaire, il n'est pas possible d'utiliser la méthode des moindres carrés. Et c'est pour ça qu'on utilise de façon générale la méthode du maximum de vraisemblance. On passe aux données de grande dimension. Donc les données de grande dimension, elles correspondent à deux types de données. Premier type de données, le nombre d'observations est grand. Le nombre d'observations est grand en médecine quand on travaille sur les entrepôts de données, comme les entrepôts de données hospitaliers, comme les entrepôts de données de région sanitaire, ou quand on peut travailler sur les données de l'assurance maladie. Un autre type de données de grande dimension, de big data, c'est quand c'est le nombre de variables qui est très très grand. Ça correspond au domaine de la biologie moléculaire, typiquement les omics, transcriptome, protéome, génome, mais également à l'analyse des données de l'image en imagerie médicale, et c'est le domaine de la radiomique. Il y a finalement une situation dans laquelle à la fois le nombre d'observations et le nombre de variables est grand,
c'est-à-dire que n et m sont grands. Diapo suivante. Donc le domaine de la omics, c'est le domaine de la génomique, avec le séquençage du whole génome, 3 × 10 puissance 9 paires de bases, mais également les études GWAS, où on étude des polymorphismes nucléotidiques, avec en général de 500 000 à 2 millions de sondes. Donc on voit qu'on est ici confronté à l'analyse de données de grande dimension avec un très grand nombre de variables. L'analyse du transcriptome, ça correspond à des données également volumineuses. C'est l'étude du niveau d'expression des 22 000 gènes connus chez l'homme. Et l'analyse du protéome en protéomique, c'est non pas l'analyse de l'ensemble des protéines présentes dans le plasma sanguin, mais uniquement des protéines qui sont sélectionnées par des méthodes chimiques ou par des propriétés particulières des peptides et des protéines. Et classiquement, ces méthodes permettent d'analyser quelques centaines de peptides à la fois. Diapo suivante. Dans le cas de l'analyse de données de très grande dimension, on est soumis à une difficulté mathématique. C'est que le nombre de variables analysées dépasse souvent très largement le nombre d'observations. Plusieurs possibilités peuvent être mises en jeu. Soit sélectionner des variables pour ne retenir qu'un nombre restreint, en effectuant un très grand nombre d'analyses univariées répétées. Il est également possible d'utiliser des modèles qui permettent l'analyse d'un grand nombre de variables en utilisant des fonctions de pénalisation. Une autre approche, c'est d'utiliser des modèles de régression dans un sous-espace, qui est le sous-espace des composantes. On travaille alors sur un espace de projection des données initiales, donc sur un espace de dimension inférieure. Finalement, une approche combinée permet à la fois de travailler sur un espace de projection et en utilisant une méthode de sélection des variables initiales. Diapo suivante. Donc, l'approche qui est utilisée est une approche par étapes avec des études d'identification où sont identifiés des marqueurs candidats, des biomarqueurs candidats, et où sont estimés leurs effets, c'est-à-dire les paramètres correspondants dans les modèles, puis des études de validation qui vont confirmer ou pas les marqueurs qui ont été identifiés lors de l'étape précédente et qui vont permettre de réestimer les ampleurs d'effets. Diapo suivante. On va voir ici des analyses univariées répétées sous l'angle de la significativité des tests, de l'ampleur des faits, et on va identifier un biais qu'on appelle le biais d'optimisme. On verra ensuite si on doit privilégier la taille des études d'identification de validation, et puis on verra enfin différentes méthodes de validation. Le tableau qu'on a ici est un tableau tout à fait particulier. C'est une table de contingence avec 2 lignes et 2 colonnes, mais ce ne sont pas des individus qui sont représentés ici, mais les résultats des tests. Typiquement, dans le domaine de la transcriptomique, pour l'analyse de biomarqueurs qui pourraient être liés au niveau d'expression d'un certain nombre de gènes, on peut analyser 20 000 gènes, environ 22 000 gènes, et ce serait la dimension de M. Parmi ces 22 000 gènes, imaginons que M1 soit associé au pronostic d'une maladie et que M0 ne le soit pas. C'est-à-dire qu'on a M1 biomarqueur et M0 gènes qui n'ont pas d'intérêt dans le cadre de l'étude pronostique qu'on est en train de réaliser. Parmi ces 22 000 gènes, 22 000 tests sont réalisés. Et l'hypothèse nulle est rejetée, c'est-à-dire que le test est déclaré significatif R fois, et donc n'est pas rejeté M-R fois. Parmi les R rejets de l'hypothèse nulle est rejetée V fois alors que l'hypothèse nulle était vraie. Ça veut dire que ce sont des faux positifs, c'est-à-dire que le test a déclaré significative l'effet d'une variable alors qu'il ne s'agit pas d'un biomarqueur. Et l'hypothèse nulle a été rejetée S fois à raison. Donc dans ce cas-là, ce sont des vrais positifs. L'hypothèse nulle n'a pas été rejetée M-R fois, U fois alors que l'hypothèse nulle était vraie,
Et dans ce cas-là, donc c'est un vrai négatif était fois, alors l'hypothèse nulle était fausse. Dans ce cas-là, c'est un faux négatif. Le contrôle du risque de première espèce, je ne vais pas rentrer dans le détail, je n'en citerai qu'un, c'est par exemple FDR. C'est-à-dire qu'ici, un très grand nombre de tests est réalisé, et ce qu'on peut chercher à contrôler, c'est parmi les hypothèses nulles rejetées, la proportion d'hypothèses nulles rejetées à tort. C'est-à-dire que le FDR, c'est l'espérance mathématique du rapport V sur R, de la proportion des hypothèses nulles rejetées à tort. Donc Benjamin et Hochberg ont proposé des méthodes qui permettent de contrôler ce FDR, c'est-à-dire de contrôler le risque de première espèce lorsqu'on effectue un très très grand nombre de tests d'hypothèses. Diapo suivante. Mais si on effectue un très grand nombre de tests et qu'on regarde les estimations des effets obtenus en effectuant un très grand nombre de tests, on se rend compte qu'en moyenne, on a tendance, en l'absence de correction, à surestimer les effets des variables qu'on a testées. Alors vous avez ici une étude qui était montée par Caroline Trunzer, qui a effectué sa thèse dans notre équipe, qui a généré des variables ohmiques normales, qui a généré un modèle pronostic avec une mortalité de base suivant une distribution de V-bulles, et qui, parmi 1000 variables biologiques, a simulé 980 qui étaient sous l'hypothèse nulle et 20 biomarqueurs. Elle a fait varier la taille des échantillons et elle a réalisé par simulation 200 études d'identification et pour chacune de celles-ci, 50 études de validation, chaque fois de N patients. Un contrôle du FDR a été effectué. Et l'analyse a été effectuée en utilisant un modèle de Cox. Diapo suivante. Une des questions posées, c'est regardons la distribution des estimations des paramètres du modèle pour nos M1 biomarqueurs, et parmi ceux-ci, pour les S biomarqueurs qui ont été identifiés par l'étude. Diapo suivante. Les estimations des paramètres pour nos M1 biomarqueurs sont en gris plein. Je vous rappelle que les valeurs simulées du paramètre étaient de 0,2. Ce qu'on voit, c'est que pour des études d'identification de taille 100, 200, 400 ou 1000, du haut vers le bas de la diapositive, la distribution des paramètres estimés est bien autour de 0,2. Et les estimations sont d'autant plus proches de la valeur 0,2 que l'étude d'identification est grande. C'est-à-dire que la distribution se resserre autour de la valeur 0,2. Ça veut dire que si on regarde comment se distribuent les estimations des paramètres pour l'ensemble des biomarqueurs, pour les M1 biomarqueurs, eh bien les estimations sont bien autour de la valeur vraie. Il y a des fluctuations qui sont des fluctuations statistiques autour de la vraie valeur pour l'estimation, mais il n'y a pas de biais. En revanche, si on s'intéresse, et c'est les distributions qui sont assurées horizontalement à la distribution des estimations des paramètres associés aux biomarqueurs d'intérêt sélectionnés, dit retenus à l'issue de l'analyse, on observe que lorsque l'étude est petite, cette distribution est décalée vers la droite, plutôt autour de la valeur 0,5. Ça veut dire qu'on a tendance à surestimer la valeur pronostique de ces biomarqueurs. Plus la taille de l'étude d'identification augmente, plus la distribution des estimations se rapproche de la vraie valeur. Le biais qu'on vient de mettre en évidence, c'est le biais d'optimisme, c'est-à-dire une surestimation des ampleurs d'effets estimés des biomarqueurs qui est liée au processus même de la sélection. Et on voit que cette surestimation, ce biais d'optimisme, est d'autant plus important que l'étude est de petite taille. Donc, en l'absence de correction, en l'absence de méthode appropriée, des études de petite taille, lorsqu'elles s'accompagneront d'un mécanisme de sélection des biomarqueurs, auront tendance à surestimer leur effet et à surestimer en valeur absolue leur effet. On aurait également surestimé un effet protecteur, si tel avait été le cas. Diapo suivante. Ici, on retrouve
le résultat d'une autre étude de simulation qui a été effectuée par Caroline Trunzer, où ce que sont analysés, c'est simulés et analysés, c'est à la fois des variables cliniques classiques et à la fois des variables transcriptomiques simulées pour lesquelles est appliqué un mécanisme de sélection. Et c'est une situation assez classique en médecine clinique. L'introduction dans de variables pronostiques connues et de variables dont on cherche à identifier la contribution pronostique. Typiquement en cancérologie, pour un modèle pronostique, le stade figurera toujours dans le modèle. La taille tumorale figurera toujours dans le modèle. Bien, ce qu'on observe en comparant la variation expliquée entre l'étude d'identification initiale et puis une étude de validation, c'est que pour les études transcriptomiques, on a bien une surestimation de la variation expliquée pour les petites études, et que cette surestimation est d'autant plus forte que la taille de l'étude d'identification est faible. Et qu'en augmentant la taille de l'étude d'identification, le biais diminue. Et qu'on n'observe pas de biais similaire pour les variables qui sont d'emblée dans le modèle, c'est-à-dire les variables cliniques usuelles. Diapo suivante. Pierre, tu n'hésites pas à me transmettre des questions si on a en cours de route. Ça marche. Et pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais je vous rappelle qu'il y a un chat pour poser vos questions. J'espère que je ne vais pas être le seul à devoir poser des questions à la fin, parce que c'est technique. Je m'accroche, mais... N'hésite pas à m'interrompre également si je ne suis pas clair. Merci, Pascal. Merci à toi. Donc, on a deux types d'études. Première étude, étude d'identification, où on va identifier des biomarqueurs candidats, on va estimer leur grandeur d'effet, et on a vu que si l'étude est petite et qu'on n'applique pas de méthode appropriée, on a tendance, en moyenne, à surestimer la grandeur d'effet. Et puis, des études de validation, où on veut ou pas confirmer des biomarqueurs et réestimer leur grandeur d'effet. Diapo suivante. Donc, une question qui se pose, c'est, dans ce schéma à 2 étapes, est-ce qu'on a intérêt à privilégier la première ou la seconde étude? Est-ce qu'on a intérêt à faire une grande étude d'identification et une petite étude de validation? Ou est-ce qu'on a intérêt à faire une petite étude d'identification et une grande étude de validation? La partie haute de la figure nous montre ce qui se passe lorsqu'on fait une petite étude d'identification. Dans cette simulation, la taille de l'échantillon était 100, et une grande étude de validation. Ici, la taille était 1000. Eh bien, ce qu'on observe, c'est que au moment de l'étude d'identification, les estimations des paramètres, je vous rappelle que de l'ensemble des paramètres, des variables retenues, figurent avec des histogrammes avec un trait hachuré horizontal. Et on voit qu'à l'étape d'identification, eh bien, on a une distribution des paramètres estimés qui est pour les valeurs positives autour de 0,5, qui est également pour des valeurs négatives autour de moins 0,5. C'est-à-dire que l'étude d'identification aurait conclu qu'il y a un certain nombre de biomarqueurs de mauvais pronostics candidats, avec des bêtas autour de 0,5, et quelques biomarqueurs pronostiques de plutôt de bons pronostics, avec des bêtas estimés autour de moins 0,5. Je vous rappelle que pour les marqueurs d'intérêt, la valeur attendue, c'est 0,2. Et à l'étape de validation, quand ces différentes covariables sont réanalysées sur une étude indépendante, eh bien, ce qu'on observe, c'est que la réestimation des ampleurs d'effet des paramètres associés à ces variables est autour d'une valeur qui est très proche de 0. C'est le trait hachuré vertical. Ça veut dire que l'étude d'identification de petite taille n'a pas été capable d'aller chercher l'information, n'a pas été capable d'identifier des valeurs, des variables pronostiques d'intérêt, n'a pas été capable d'identifier correctement les biomarqueurs. Et que cette surestimation des faits, à l'étape d'identification, évidemment, n'est pas retrouvée au moment de la validation. Si au contraire,
c'est la figure du dessous, l'étude d'identification est de taille importante, 1000, et l'étude de validation de taille moins importante. Et bien dans ce cas-là, ce qu'on observe, c'est que la distribution des paramètres estimés pour les variables sélectionnées à l'étape d'identification est assez proche de la valeur attendue, 0,2. Les valeurs se distribuent autour de la bonne valeur. Ça veut dire que une part plus importante des biomarqueurs d'intérêt a été identifiée, et donc que les estimations des paramètres correspondants correspondent aux estimations des paramètres associés à une grande partie des variables d'intérêt. C'est pour ça qu'on a moins d'écart entre les estimations des paramètres candidats à l'étape d'identification et la réestimation des effets de ces mêmes variables à l'étape de validation. Donc à la question, faut-il privilégier l'étude d'identification ou l'étude de validation en termes de taille de l'échantillon, la réponse est qu'il faut privilégier l'étude d'identification. Même si c'est peu encouragé sur le plan du coût de réalisation de l'étude, puisqu'il est moins onéreux de retester un nombre restreint de gènes à l'étape d'identification que de tester l'ensemble de l'expression de ces gènes à l'étape d'identification. Donc ici, les éléments statistiques nous conduisent à réaliser une étude qui n'est pas celle que nous encouragerait à réaliser les éléments économiques. Diapo suivante. Lorsqu'on parle de signature, ça veut dire qu'on parle de combinaison d'un grand nombre de variables. Donc on peut utiliser pour ces signatures des méthodes pénalisées. Diapo suivante. Les méthodes de pénalisation, on parle également de régularisation, sont des méthodes qui permettent de rétrécir en valeur absolue les estimations des paramètres. Vous vous rappelez que le mécanisme de sélection avait conduit à l'étape d'identification, surtout pour les études trop petites, à surestimer les effets des variables sélectionnées. Ici, vous avez dans l'équation du haut l'écriture de l'estimateur des paramètres par la méthode des moindres carrés, sauf que l'objectif, c'est évidemment de minimiser la somme des écarts quadratiques qu'il y a entre les valeurs observées y indice i et les valeurs prédites, la somme des bêta xi. Mais également en pénalisant, c'est-à-dire par la valeur des paramètres estimés. Ça veut dire qu'une fonction qui passerait par tous les points va sélectionner un très grand nombre de variables et va fournir des valeurs de bêta en valeur absolue élevée. Donc la partie gauche de notre écriture mathématique va tendre vers 0. Mais si elle tend vers 0, la partie droite, en revanche, va être de plus en plus importante. Donc ces méthodes de pénalisation, ici c'est le lasso, où les moindres carrés sont pénalisés par lambda fois la somme des valeurs absolues des paramètres. Donc ces méthodes de pénalisation permettent de rétrécir en valeur absolue les paramètres, de corriger justement cette surestimation des faits qu'on avait appelé l'optimisme. Et vous avez ici la première équation qui correspond à l'estimation des paramètres bêta en pénalisant les moindres carrés par la somme pondérée des valeurs absolues des paramètres bêta, multipliée par un coefficient lambda qui nous renseigne sur le niveau de pénalisation qui va être utilisé. Et vous avez en dessous également l'application de cette pénalisation lasso, non plus à la méthode des moindres carrés, mais à la méthode du maximum de vraisemblance. Diapo suivante. Donc, on a ici en première ligne le lasso qui est une méthode de pénalisation
L'intérêt du lasso, c'est qu'il permet non seulement de rétrécir en valeur absolue les valeurs des paramètres estimés, donc de corriger, de contribuer à la correction du biais d'optimisme, mais qu'il met même un certain nombre de ces paramètres à 0. Et donc, il contribue à la sélection de variables, puisque si les paramètres sont à 0, les variables ne sont pas retenues dans le modèle. Une autre méthode, qui est celle qui correspond à la deuxième écriture, est une méthode d'estimation des paramètres pour lesquels la pénalisation ici n'est pas faite en pénalisant la somme des valeurs absolues des paramètres, mais en pénalisant la somme des carrés des paramètres. Cette deuxième méthode de pénalisation, c'est la ridge. La ridge permet de rétrécir les estimations des paramètres, mais ne permet pas de sélectionner les variables. Diapo suivante. Dans les méthodes précédentes, les pénalisations donnaient le même poids à tous les paramètres. Il est possible de pénaliser en donnant un poids distinct aux différents paramètres qui contribuent à la partie droite de cette écriture, c'est-à-dire à la partie pénalisation. Donc, ces méthodes sont des méthodes qu'on appelle les méthodes adaptatives. Et vous avez ici une méthode adaptative qui s'appelle le lasso adaptatif pour la sélection et pour l'estimation des paramètres. Donc, on comprend que la pénalisation s'applique de façon différente sur les différents paramètres estimés. Et il est possible de le faire avec des poids, avec des WJ chapeaux, qui sont obtenus soit à partir d'estimations précédentes des paramètres issus du lasso, soit à l'issue d'estimations précédentes des paramètres issus d'une régression ridge. Donc on a un lasso adaptatif avec des poids qui peuvent être obtenus soit lors des estimations précédentes par la méthode lasso, soit par la méthode ridge. Diapo suivante. Ici, c'est typiquement un travail de simulation qui a été fait dans le cadre d'un master réalisé dans le service, où on regarde comment varie le biais d'optimisme en fonction de la méthode de pénalisation utilisée. Soit le lasso, en haut à gauche, soit la ridge, en bas à gauche, soit le lasso adaptatif avec poids fixé par le lasso, en haut à droite, soit le lasso adaptatif avec des poids fixés par la ridge, en bas à droite. Il faut regarder chaque fois le deuxième graphique qui correspond aux variables ohmiques. Ce qu'on voit en haut à gauche, donc sur le deuxième graphique, c'est que le lasso, ici, a tendance à trop corriger l'optimisme. Le modèle devient un peu pessimiste, si je peux me permettre. Plus bas, ce qu'on voit en revanche avec la ridge, c'est que la ridge a tendance à conserver un petit peu d'optimisme pour les petits échantillons, mais très vite, il n'y a plus d'optimisme. En haut à droite, deuxième figure, ce qu'on voit, c'est que le lasso adaptatif avec les poids estimés par le lasso a tendance à légèrement surestimer les ampleurs d'effet pour les petits échantillons et à rapidement corriger ce biais. Et en bas à droite, on voit que le lasso adaptatif avec poids ridge a tendance à avoir très peu de biais dans l'estimation des paramètres associés aux variables ohmiques. Donc, les méthodes de pénalisation sont une solution possible pour corriger le biais d'optimisme. Diapo suivante. Donc, je passe sur cette diapo pour avancer un peu. Intelligence artificielle. Diapo suivante. L'intelligence, c'est la faculté d'adaptation. Ça veut dire qu'on parle d'emblée d'apprentissage. L'intelligence artificielle, c'est résoudre des problèmes simples ou complexes à l'aide de modèles usuels ou de réseaux de neurones. Diapo suivante. Donc, je rappelle rapidement les travaux de cryptanalyse
qui ont conduit à résoudre le codage d'Enigma durant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez ici la bombe électromécanique de Turing, qui est une sorte d'automate qui a contribué à résoudre ce codage, cette question de codage. Et puis, en bas à gauche, Deep Blue d'IBM qui a battu le joueur d'échecs Garry Kasparov en 1997. Et puis, j'introduirai juste le test de Turing. Vous savez, le test de Turing, c'est un test qui permet de savoir, lorsqu'il y a un échange entre un homme et un ordinateur, est-ce que l'homme est capable de détecter qu'il s'adresse à un ordinateur plutôt qu'à une personne. Diapo suivante. L'information vient des données. L'intelligence artificielle a beaucoup progressé à cause de la puissance de calcul qui était rendue disponible. Et la question qui est posée, c'est quelle est l'information qui est réellement contenue dans les données? Diapo suivante. Apprentissage automatique. Donc l'apprentissage supervisé, excuse-moi Pierre, j'ai jusqu'à quelle heure? On a prévu de finir vers 13h, mais comme on a commencé un petit peu en retard, je te donne jusqu'à 13h, peut-être 13h05, histoire qu'on ait 5 minutes d'échange peut-être. D'accord. S'il te reste 10 minutes, un quart d'heure, ça va? Je m'arrête dans un quart d'heure et je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux. Je suis un peu sévère, hein, désolé. Non, tu as raison. Donc l'apprentissage supervisé, ce que font soit des modèles de régression, on parle de machine learning, c'est entraîner des machines au lieu de les programmer pour reconnaître des objets, des images, des voitures, des panneaux routiers. Si la réponse apportée par l'algorithme est bonne, les paramètres sont peu modifiés. Et on ne sait pas encore ce que sont les paramètres à ce stade-là. Sinon, il y a un ajustement important des paramètres de façon à ce que l'image, si elle est représentée à l'algorithme, soit reconnue. Donc l'application, c'est la reconnaissance d'image, la conduite automatique, la traduction, la reconnaissance automatique de la parole, etc. Mais il faut plusieurs dizaines de milliers d'images, et une des questions posées, c'est la généralisation de l'algorithme, c'est-à-dire est-ce que l'algorithme est capable de reconnaître des images qu'il n'a jamais vues? Je cite une conférence que je vous encourage à regarder, qui est celle de Yann Lequin, qui a fait soit les conférences UCI, soit les conférences au Collège de France. Diapo suivante. L'apprentissage profond fait appel à des réseaux de neurones multicouches. Le système est entraîné sur des milliers, des dizaines de milliers d'exemples, avec un ajustement continu des coefficients. Donc l'objectif, c'est de converger vers la combinaison de ces coefficients qui minimisent la différence entre la sortie attendue et celle produite par le système moyenné sur des milliers d'exemples. Une autre forme d'apprentissage, c'est celui par renforcement, qui est utilisé pour le jeu. Et là, c'est plutôt un renforcement de la stratégie. Si la réponse fournie par l'algorithme est bonne, dans ce cas-là, la stratégie est renforcée et les performances de ce type d'algorithme aujourd'hui dépassent largement les performances humaines. Diapo suivante. Réseaux neuronaux. Un réseau, c'est un ensemble de neurones et de connexions entre neurones. Les neurones reçoivent des signaux en entrée, les traitent et fournissent des signaux en sortie. Les neurones sont des unités de calcul. Les traitements peuvent être simples, comme une simple sommation des signaux entrants, ou beaucoup plus complexes. Les connexions caractérisent les flux entre neurones. Diapo suivante. Le perceptron monocouche, je dirais que c'est l'un des premiers neurones proposés. Donc on va essayer de le voir dans le détail. Ce perceptron monocouche, ici vous avez un neurone avec un ensemble de signaux en entrée, x1, x2 jusqu'à x grand I. À chacun de ces signaux sont associés des poids, W1, W2, W petit i, W grand I. Les paramètres d'un perceptron, comme ceux d'un réseau de neurones qu'on cherche à estimer, ce ne sont plus les bêtas de notre modèle de régression vu tout à l'heure, ce sont les poids. À ces signaux en entrée, avec les poids correspondants, on associe une fonction somme. On fait la somme pondérée des signaux en entrée.
la somme des WI, XI. À cette somme est rajouté un paramètre qui s'appelle le biais, B. Il est tout à fait possible de réécrire cette somme I allant de 1 à grand I des WIXI plus B comme la somme I allant cette fois de 0 à grand I des WIXI. Il suffit de fixer W0 à B et X0 à 1. Cette forme linéaire, cette somme pondérée, va ensuite passer à travers une fonction d'activation. Et on obtiendra un signal en sortie. Donc ce qu'on a ici, c'est un perceptron monocouche qui, à partir de grands I signaux d'entrée, de grands I poids, d'un paramètre de biais et d'une fonction d'activation, nous fournit un signal en sortie. Diapo suivante. L'une des premières fonctions d'activation qu'on a vues, c'était la fonction Deviside. L'idée, c'est que la forme linéaire qui a été obtenue précédemment est comparée à un seuil θ. Et la fonction d'activation renvoie un signal booléen, 2 états, vrai-faux, à l'issue de la comparaison. Est-ce que la somme dépasse ou pas θ? Le signal peut être plus 1, moins 1, ou il peut être plus 1, 0. Ici, par exemple, cette fonction Deviside renvoie 1 si la forme linéaire est supérieure ou égale à θ, et 0 sinon. Ça revient à comparer la valeur z qu'on a définie comme étant la somme des grands I plus un terme, petit i allant de 0 à grand I, à la valeur θ, et on voit que dans ce cas-là, on a une fonction en escalier. Donc ici, c'est une fonction d'activation, c'est-à-dire c'est une fonction qui est appliquée à la somme obtenue en sortie des WI, XI. Diapo suivante. Dans le cas très simple d'un perceptron monocouche qui aurait 2 unités en entrée et qui aurait une fonction d'activation de type marche, puisqu'on a vu qu'elle était en escalier Deviside. Le modèle de classification conduit à séparer un plan d'axe x1 et x2 en 2 demi-plans séparés par une droite dont l'équation découle de l'annulation de z. Écrivons z égale 0, soit W0 plus W1x1 plus W2x2 égale 0. On obtient une équation de droite x2 égale moins 1 sur W2 fois W0 plus W1x1. C'est l'équation de cette droite. Donc ça veut dire qu'en fonction des poids appliqués aux 2 unités d'entrée, il est possible de tracer une droite dont l'équation, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine et la pente, dépendent de ces poids. Donc avec 2 unités en entrée et un perceptron très très simple, et en seuillant le signal de somme en sortie, on partage le plan en 2 demi-plans. Si on avait 3 unités en entrée, on aurait un séparateur plan dans un espace en 3 dimensions, et si on avait plus de 3 unités en entrée, on aurait un séparateur hyperplan. Le but de cette illustration, c'est juste de montrer que lorsque on est en situation très très simple, ici un perceptron monocouche avec simplement 2 unités en entrée et une fonction marche d'activation, on peut retrouver un modèle sous-jacent. Diapo suivante. Mais cette fonction marche n'est pas pratique, parce que sa discontinuité, la marche d'escalier, fait qu'on ne peut pas appliquer des méthodes de calcul qui permettent de mettre à jour les poids, des méthodes de correction. Donc il y a d'autres fonctions qui ont été proposées, typiquement la fonction relu, qui est une fonction affine par morceau, où la valeur qu'elle renvoie, grand H de z, c'est le maximum de 0 ou de z. Donc c'est z pour les valeurs positives de z et c'est 0 sinon. La fonction tangente hyperbolique, qui est définie de R vers l'intervalle moins 1, 1, qui figure ici, et la fonction sigmoïde, qui en fait est la fonction logistique et qui est souvent utilisée, où on a ici
représenter la fonction logistique, c'est-à-dire la fonction logistique qui apparaît comme une sigmoïde en effet. L'intérêt des fonctions continues, c'est qu'elles permettent d'entraîner les réseaux et d'appliquer des méthodes de correction des poids. Diapo suivante. Revenons tout simplement à notre perceptron monocouche avec deux signaux en entrée. On a vu que ça correspondait à seuiller à séparer l'espace en deux demi-plans. Et regardons comment fonctionne ce perceptron monocouche en utilisant une fonction d'activation sigmoïde qui permet en effet de mettre à jour les poids et un algorithme qu'on va voir plus tard qui est l'algorithme de descente du gradient. Diapo suivante. Donc, on souhaite ici retrouver une fonction de séparation de notre plan en deux demi-plans à partir d'une droite dont l'équation théorique serait x2 égale 0,25 plus une pente de 0,5 fois x1. Puisqu'on a trois valeurs correspondant respectivement au poids W1, W2 et au biais W0, on peut écrire de différentes façons bêta 0 et bêta 1 en fonction de ces poids. Si je multiplie W0, W2 et W1 par la même valeur, j'obtiendrai les mêmes coefficients. Donc il n'y a pas une solution unique ici pour retrouver la droite qui sépare le plan en deux demi-plans pour séparer nos points. On va utiliser donc ici une application qui est proposée par Luc Leray sur son GitHub avec une fonction d'activation sigmoïde et un algorithme de descente du gradient. Diapo suivante. Alors ce qu'il faudrait, c'est activer ici, dans le bas de la diapo, faire apparaître l'activation de cette fonction. Donc si vous pouvez déplacer votre souris dans le bas de la diapo et faire apparaître, voilà. Donc ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un carré avec des abscisses qui vont de 0 à 1, des ordonnées de 0 à 1, et ici, on a une droite d'ordonnée d'origine 0 et de pente 1. Ça correspond à des poids de 1 moins 1 et un biais de 0. On va tracer une droite d'équation 0,25 plus 1 demi de x1. Alors ici, par exemple, en multipliant par 3 les valeurs auxquelles on avait pensé initialement, puisque je vous rappelle que la solution n'est pas unique dans la définition de l'exemple utilisé. Donc on retrouve bien notre autre façon de faire. Donc on va cette fois utiliser les valeurs des poids et du biais qu'on avait prévu initialement, c'est-à-dire moins 1, 2 et 0,5. On a bien une droite d'ordonnée d'origine 0,25 et de pente 0,5. L'application que propose Luc Leray permet de placer des points, et c'est l'application qui précise leurs coordonnées, donc des points rouges. L'exemple proposé est très simple, hein, et puis des points verts. C'est un petit moment ludique de l'intervention. La droite, là, c'est la droite qu'on va chercher à retrouver. Est-ce que le perceptron est capable d'identifier une fonction de séparation dans un cas qui est quand même assez caricatural, puisque les nuages de points rouges et de points verts sont particulièrement séparés. Donc pour ça, on va donner des valeurs initiales qui seront très éloignées des valeurs que l'on souhaite retrouver. Donc on va quand même mettre la droite dans l'écran. Voilà, donc là on a une pente négative, et puis on a une ordonnée d'origine qui est à 1, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on cherche à identifier. Et on lance l'algorithme d'apprentissage. Donc le but, c'est simplement de voir comment progressivement sont mis à jour les poids. Et on est dans un cas particulièrement simple, c'est-à-dire que ici, l'écriture du perceptron monocouche avec deux signaux d'entrée
correspond à une fonction que l'on peut identifier. Donc on voit que les paramètres, les poids continuent d'évoluer. Donc en haut à droite. Voilà, et au bout d'un certain temps, il n'évolue plus. Donc vous voyez qu'on trouve comme valeur moins 44, moins 94,6 et 28. Puisqu'on sait qu'un grand nombre de combinaisons de ces poids correspond à la droite dont on cherche à préciser la fonction. Donc diapo suivante. Donc ici, à la fois le biais A28 et les poids W1 et W2 tels qu'ils étaient présentés ici, nous permettent de retrouver une équation de droite 0,30 ordonnée à l'origine, plus 0,47 fois x1 pour x2. Évidemment, plusieurs équations de droite permettent de séparer ce nuage. Donc c'est pas troublant. C'était simplement pour voir que dans le cas très simple de ce perceptron, on comprend comment on peut identifier une fonction très très simple à partir d'un algorithme permettant de corriger les poids. Diapo suivante. Un réseau neuronal multicouche, lui, permet l'apprentissage profond. C'est-à-dire on a une couche d'entrée avec autant d'unités que de signaux à capter, une ou plusieurs couches de sortie, cachées, et une couche sortie qui comprend autant d'unités en sortie que de signaux d'intérêt. Diapo suivante. Donc ça correspond à un schéma de ce type-là. Vous avez grand I signaux en entrée, avec grand I unités qui permettent de capter ces signaux. Ici, vous avez 2 signaux en sortie, et vous avez tout un réseau avec au milieu un grand nombre de couches cachées. Ici, on est dans un cas de configuration particulier où chaque unité d'une couche est reliée à l'ensemble des unités de la couche suivante, ce qui n'est pas obligatoire. Diapo suivante. Le réseau qui est présenté ici est un réseau à propagation avant. C'est-à-dire que le signal se déplace de la gauche vers la droite. Jamais au niveau d'une même couche et jamais de façon rétrograde. Un réseau de neurones et une couche de neurones, c'est la combinaison d'une couche linéaire et d'une couche non linéaire ou de transfert. La couche linéaire s'écrit S de I, c'est la somme pour J appartenant à UP de I, c'est-à-dire sur l'ensemble des unités de la couche précédente qui sont reliées à I, des WIJ, c'est-à-dire des poids qui permettent de passer de ces unités de la couche précédente à l'unité d'intérêt I, fois ZJ. Et ZJ, c'est quoi? ZJ, c'était les différents signaux qui étaient fournis à l'issue de la couche précédente. Donc SI est une somme pondérée associée à l'unité I. UP de I, ce sont les unités de la couche précédente qui contribuent à cette somme. ZJ, c'est la sortie de l'unité J de la couche précédente. Et WIJ, ce sont les poids correspondant à cette sortie pour l'unité I. Derrière cette couche linéaire, il y a une couche non linéaire ou de transfert. C'est cette fameuse fonction d'activation qu'on a vue tout à l'heure. Et on dit que Z de I, à ce moment-là, c'est H, cette fonction de transfert, cette fonction d'activation, du signal qu'on a eu en sortie, de la somme. Donc on voit qu'en fin de compte, on a une couche linéaire, c'est S de I, et une couche non linéaire ou de transfert, c'est H de S de I. Donc un neurone, c'est la succession de ces deux couches, linéaires et non linéaires, et H de S de I, c'est une fonction combinée, c'est une fonction de fonction. Donc un neurone, c'est une unité qui associe une forme linéaire et une fonction de transfert. Diapo suivante.
quel est l'intérêt des couches linéaires et non linéaires? On a des couches évidemment visibles, d'entrée et de sortie, et on a des couches cachées. L'alternance de couches linéaires et non linéaires, c'est tout l'intérêt de l'apprentissage profond pour la reconnaissance de structures et de modèles. S'il n'y avait que des couches linéaires, on ne pourrait approcher que des fonctions linéaires. Et les fonctions complexes peuvent être approchées grâce à la succession de couches linéaires et de couches non linéaires. Il a été démontré qu'on dispose ainsi d'un approximateur universel. C'est-à-dire que toute fonction peut être approximée si le nombre d'unités est suffisant. Le nombre d'unités, c'est le nombre de neurones par couche et c'est le nombre de couches. Les formes compliquées, les fonctions compliquées nécessitent évidemment un grand nombre de couches. Et très vite, ces fonctions ne sont plus identifiables. Mais on comprend le mécanisme, on comprend comment on peut passer de la situation caricaturale particulièrement simple, notre perceptron monocouche de tout à l'heure avec 2 entrées qui permettaient de trouver une fonction linéaire séparant le plan en 2 demi-plans, ici à un approximateur universel où le nombre de neurones par couche et le nombre de couches cachées permet d'estimer, permet d'approcher des fonctions complexes. Et lorsque tous les neurones d'une couche donnée sont connectés à tous les neurones de la couche précédente, on parle d'un réseau totalement connecté. Diapo suivante. Donc, l'ajustement des poids se fait par apprentissage, avec des valeurs initiales et des mises à jour continues. L'échantillon d'apprentissage, évidemment, il faut qu'il intègre la variable réponse. Est utilisée une méthode dite de rétropropagation du gradient ou assimilée de la dernière couche vers la première pour les réseaux à propagation avant, ce qui est le cas ici. La fonction de perte qui est utilisée si on utilise le réseau pour faire de la classification est une fonction d'entropie croisée. C'est une fonction qui est très proche de la vraisemblance. On comprend bien que la classification n'est plus en situation linéaire. Donc on comprend l'intérêt ici d'utiliser une fonction de perte qui est une fonction découlant de la vraisemblance. Et il est possible de minimiser la fonction de perte avec des pénalisations de type L1 ou L2 par descente du gradient pour justement éviter, comme tout à l'heure, ce surajustement, ce qu'on avait appelé l'overfitting. Diapo suivante. L'algorithme qui est utilisé est donc un algorithme de rétropropagation. La rétropropagation du gradient s'effectue à partir de la définition de son neurone, c'est-à-dire l'association d'une forme linéaire et d'une fonction de transfert. H de S de I. Au niveau du neurone, le transfert du gradient s'effectue en calculant la dérivée d'une fonction composée. Et on sait depuis notre enseignement secondaire calculer la dérivée d'une fonction de fonction. La dérivée du coût par rapport à la sortie Z, donc le coût c'est ce qu'on cherche à minimiser, se calcule alors comme la somme des dérivées du coût par rapport aux unités en aval pondérées des poids connectant ces unités d'aval avec l'unité considérée. Diapo suivante. Mais les entités doivent pas être multipliées au-delà de ce qui est nécessaire. Il faut limiter le nombre de paramètres, le nombre de poids des modèles et des algorithmes. C'est-à-dire que si ce qui nous intéresse, c'est la qualité de prédire sur de nouvelles données plutôt que d'expliquer de façon complète, d'apprendre par cœur les données d'apprentissage. Cette propriété pour les algorithmes d'apprentissage, c'est celle de généralisation. Diapo suivante. Ici, à titre d'illustration, on a un ensemble de points. Il ne s'agit pas d'un algorithme d'apprentissage, il s'agit de voir ce qui se passe si on veut décrire une fonction qui passe par tous les points. Donc on décrit parfaitement ce qui se passe avec une fonction, tous les points avec une fonction qui passe par tous les points. C'est la partie la plus accentuée du graphique. L'autre approche, au contraire, à l'extrême, c'est de décrire la tendance, c'est la droite horizontale, croissante, des points. Entre ces deux extrêmes, diapo suivante, on peut avoir différents niveaux de lissage. À gauche, on a beaucoup de lissage, avec deux fonctions, la fonction en bleu étant encore davantage lissée que la fonction en rouge.
À droite, on a moins de lissage. Ce qu'on peut anticiper, c'est qu'à droite, on aura mieux appris à l'étape d'apprentissage. Mais le fait qu'on décrit trop bien nos données d'apprentissage, on sera peut-être moins bon pour prédire sur de nouvelles données. Alors qu'à gauche, avec un modèle plus simple, on a certes un modèle plus simple qui décrit moins bien nos données d'apprentissage, mais qui, en revanche, a certainement de bien meilleures propriétés de généralisation. Diapo suivante. Donc les protocoles standards d'entraînement, je pense que j'en ai encore pour 5 minutes, Pierre. Tu me dis si je m'arrête ou si je continue. Je t'autorise, vas-y, termine. Merci, Pierre. Donc, les protocoles standards d'entraînement se font en 3 étapes, avec une première étape qui permet de travailler sur l'erreur d'apprentissage. On parle d'erreur d'apprentissage ou de fonction de perte ou de fonction de coût. L'idée, c'est de construire plusieurs modèles et pour chacun d'entre eux, d'estimer les paramètres qui minimisent l'erreur d'apprentissage. Ces paramètres, vous savez que dans le cas de réseaux de neurones, ce sont les poids. Et dans ce cas-là, on peut estimer les performances du système, mais sur les seules données d'entraînement. La deuxième étape, c'est d'étudier l'erreur de validation sur un échantillon indépendant. Et on sélectionne alors le modèle qui fournit la plus faible erreur de validation. On avait appris différents modèles lors de l'étape d'apprentissage. Maintenant, à l'étape de validation, on va sélectionner le modèle qui fournit la plus faible erreur de validation. Et enfin, un troisième niveau. Donc, le protocole proposé fait appel à 3 jeux de données indépendants. Une fois le modèle retenu, on estime son erreur test sur un nouvel échantillon qui va être utilisé une seule fois. Diapo suivante. Le compromis de Vapnik, c'est identifier le meilleur compromis entre la complexité du modèle et le nombre de données. L'objectif, c'est de définir des règles sous-jacentes plutôt que de mémoriser les spécificités de l'échantillon d'apprentissage. Apprendre par cœur l'échantillon, les données de l'échantillon d'apprentissage, c'est aboutir à un modèle trop complexe qui, évidemment, sera sujet à notre fameux biais d'optimisme. C'est-à-dire qu'il y aura en plus de moins bonnes performances en termes de prédiction qu'un modèle qui aura plutôt appris la règle que les données. Diapo suivante. L'overfitting, c'est le surajustement des données d'apprentissage. Quel est l'effet de la taille de l'échantillon? La complexité du modèle fixé. L'erreur de validation est toujours supérieure à l'erreur d'apprentissage. On compare les fonctions de perte, on compare les losses. Quand on augmente la taille de l'échantillon, l'erreur d'apprentissage augmente et l'erreur de validation diminue. Quand n est grand, eh bien, les erreurs d'apprentissage et de validation se rapprochent. Et c'est très voisin de ce qu'on avait vu dans les simulations ohmiques tout à l'heure. Hors surajustement, qu'est-ce qui se passe en fonction de la complexité du modèle vrai, c'est-à-dire de la relation qu'il y a entre nos variables d'intérêt et typiquement notre variable de sortie si on parle d'un système de classification? Eh bien, l'erreur d'apprentissage du modèle complexe est plus petite que l'erreur d'apprentissage du modèle simple. Le modèle complexe apprend mieux les données d'apprentissage. Mais si n est petit, l'erreur de validation du modèle simple est plus petite que l'erreur de validation du modèle complexe. Et si n est grand, et qu'on est dans une situation où on n'est pas encore au niveau du surajustement, l'erreur de validation du modèle simple, elle, est supérieure à l'erreur de validation du modèle complexe. Diapo suivante. Et qu'est-ce qui se passe en cas d'overfitting, c'est-à-dire quand le modèle est trop complexe, quand il y a trop de neurones, quand il y a trop de couches? Quel est l'effet de la complexité du modèle? Quand la complexité du réseau augmente, l'erreur d'apprentissage diminue. Mais en revanche, quand elle augmente,
l'erreur de validation diminue, elle atteint un minimum, puis elle augmente à nouveau. Ça veut dire que dans ce cas-là, le modèle a trop appris les données d'apprentissage et est moins bon pour prédire. On peut faire appel à des fonctions de régularisation, modérer la complexité du modèle en pénalisant l'erreur d'apprentissage de la complexité du modèle, et c'est un élément, on l'a vu tout à l'heure, qui permet sa généralisation. Dans l'ajustement des algorithmes d'apprentissage profond, on peut aussi jouer sur le nombre d'itérations, le nombre d'époques, le nombre de cycles. On peut continuer l'apprentissage tant que l'erreur d'apprentissage et l'erreur de validation diminue, mais évidemment, il ne faut pas surapprendre, parce que si on surapprend les données d'apprentissage, à ce moment-là, on sait que les performances de prédiction sur de nouvelles données vont diminuer. Diapo suivante. Donc là, c'est quelques références que j'ai utilisées pour le topo d'aujourd'hui. Et diapo suivante. Et je voudrais remercier donc 3 thésards qui travaillent actuellement avec moi, Alexandre Bailly, Corentin Blanc et puis Yue Tsai, ainsi que des membres de notre équipe, et puis d'anciens chercheurs qui ont travaillé sur ce type de problème. Merci à vous. Merci beaucoup Pascal, et désolé à Corentin Blanc dont j'ai écorché le prénom tout à l'heure. Écoute, merci beaucoup parce que ça répond bien à l'un des 2 axes qu'on voulait faire dans ces mardis de la CIA. Là, il y a un axe un peu application pour les gens qui voudraient s'y mettre ou pour découvrir un peu ce qui se fait aux HCL. Et puis, il y avait cet aspect, effectivement, ouvrir le capot de la machine pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et je crois que ce genre de topo nous permet de mieux comprendre. Alors peut-être pas dans les moindres détails, ça reste un peu le formalisme mathématique reste difficile pour les médecins, mais en tout cas ça éclaire pas mal. Je vais, si tu es d'accord, te poser les questions qui ont eu dans le chat. Oui. Notamment, quelqu'un demande, alors on n'a pas toujours les noms, si les systèmes d'IA courants prennent en compte les biais de surestimation, le phénomène dont tu parlais dans la première partie de ton topo. Alors, surestimation, on a vu que la surestimation est liée à un certain nombre de paramètres qu'on peut gérer. Déjà, est-ce que le réseau qu'on construit est trop complexe par rapport à la taille du problème qu'on cherche à résoudre? C'est difficile parce qu'on ne connaît pas la fonction. Si on connaissait la fonction, on ajusterait directement la fonction. Et ça veut dire que la fonction serait relativement simple. Mais déjà, la première question, c'est celle-ci. Donc, avoir une idée quand même de la dimension du problème auquel on est confronté. C'est pas facile. Ensuite, il y a possibilité, en effet, d'introduire, et je ne maîtrise pas évidemment le formalisme mathématique de ça, j'ai des idées générales sur ce qu'on avait vu ensemble sur les fonctions de pénalisation dans le domaine des analyses de sélection et de pénalisation des variables. Il y a possibilité d'introduire dans ces algorithmes des fonctions de pénalisation. Donc Yann Lequin cite des pénalisations de type L1 ou L2, c'est-à-dire de type lasso ou de type ridge, dans le cadre de l'estimation des poids, et l'estimation des poids d'un réseau de neurones multicouches, c'est quelque part une question similaire à celle de l'estimation des paramètres d'un modèle de régression. Ensuite, il y a ne pas surapprendre, on comprend bien, les poids, donc les paramètres, à l'étape d'apprentissage, en poussant trop loin l'étape d'apprentissage. Et ça, c'est le fait que la fonction de perte de validation remonte. Donc, si la fonction de validation remonte sur un échantillon indépendant, ça veut dire qu'on a trop appris. Mais là, c'est au niveau des travaux, je dirais, théoriques qui sont faits sur les algorithmes et qui sont assez proches des travaux qui ont pu être faits sur l'analyse des données de grande dimension. Ok. Il y a des questions vraiment intéressantes, je crois que je vais toutes te les poser, tant pis si on déborde un peu, de toute façon ça sera sur la vidéo sur YouTube. Alexis Chambost, qui est interne en anapath et qui fait une thèse apparemment. Alors là, c'est une question un peu technique, hein. Il dit que tu as parlé de la méthode de Benjamini-Hochberg pour les risques de faux positifs quand on fait un test statistique.
sur de nombreuses variables. Et il parle de la méthode de Benjamini-Yekutieli, dont il dit qu'elle est plus stringente, notamment lorsqu'on s'attend à ce qu'il y ait peu de vrais positifs. Là, je fais vraiment le perroquet, hein, parce que voilà. Avez-vous comparé les estimations des tests avec ces deux méthodes différentes? Il y a 3 papiers majeurs, en effet. Il y a Benjamini et Hochberg, il y a Benjamini et Yekutieli, et il y a Yekutieli et Benjamini. Un de ces papiers permet, c'est celui de Yekutieli et Benjamini, si mes souvenirs sont bons, de prendre en compte l'éventuelle corrélation qu'il y aurait entre les variables ohmiques. Voilà. En revanche, je n'ai pas regardé, enfin nous n'avons pas regardé, pardon, dans le cadre de ces simulations, en effet, les propriétés respectives en termes de sélection ou de valeur des estimations des paramètres trouvées avec ces méthodes. Voilà. Ok. D'ailleurs, Pardon, oui. vas-y. Non, c'est bon. Une autre question anonyme, mais je pense que c'est des problèmes de login, de quelqu'un qui demande quelle est la différence entre un réseau de neurones et un algorithme. Alors là, c'est une question épistémologique. Oui, je pense que, et c'est une critique que m'a fait un de mes chercheurs, que le terme algorithme n'est pas bon dans le titre. On parle de modèle. On parle de modèle et quelque part, on comprend bien que les modèles statistiques usuels rejoignent évidemment les modèles développés dans le cadre de l'intelligence artificielle. Voilà. Et on peut dire que algorithme, c'est toute méthode de calcul ou d'estimation de paramètres. Mais on parle plutôt de modèle. On peut considérer que le réseau de neurones est un modèle. Qu'il y a des modèles linéaires, qu'il y a des modèles logistiques, qu'il y a des modèles de survie dans les modèles classiques. Et on peut considérer que le réseau de neurones est un modèle. Sauf que si le réseau de neurones devient complexe, il est rapidement complexe, à partir du moment où il a une couche cachée au moins, et puis un nombre non négligeable de neurones, on ne peut pas fournir un formalisme explicite du modèle. Est-ce qu'il peut exister des modèles qui n'expliquent pas les choses? C'est une question. Il existe une partie de la variabilité qui n'est pas explicable par les modèles. Et ça, c'est une question à laquelle on doit vraiment réfléchir au sein de notre communauté médicale. C'est-à-dire, quelle est la part de la variance du diagnostic, du pronostic ou de la réponse thérapeutique qui ne peut pas expliquer du fait de sa nature stochastique. Voilà, donc je pense qu'une erreur, ce serait de penser, de croire qu'on peut tout expliquer. Dans la plupart des situations rencontrées en médecine, la part non explicable de la variance, de la variabilité du critère d'intérêt, reste importante, et parfois très importante. Donc, une des questions qu'on est amené à se poser, c'est quelles sont les propriétés respectives de ces approches lorsqu'en effet, une partie seulement de la variabilité de ce qu'on étudie est théoriquement explicable. J'ai répondu à la question? Oui, je pense. Écoute, il y a des remerciements, bien sûr. Quelqu'un qui demande comment décider s'il vaut mieux utiliser un réseau de neurones ou un modèle plus classique type régression. Y a-t-il des cas plus adaptés à telle ou telle méthode? Il y a pas mal de papiers là-dessus. Ce qu'on comprend, c'est que si on a un nombre restreint de variables, il y a quand même une certaine souplesse dans la construction de modèles. Entre autres, en utilisant pour l'effet de ces variables des fonctions de lissage. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'utiliser un réseau de neurones. Il y a des situations dans lesquelles, en effet, en fonction, je vais un peu botter en touche là, mais en fonction de la relation qu'on cherche à identifier, si la relation peut avoir une écriture explicite avec un modèle usuel, il n'y a pas de raison d'utiliser un réseau de neurones. Si en revanche, la relation qu'on cherche à non pas à décrire, puisqu'on ne peut pas la décrire, mais à reproduire, est trop complexe pour qu'elle puisse être écrite de façon explicite à l'aide d'un modèle, y compris à l'aide d'un modèle qui pourrait prendre en compte
des termes quadratiques, des interactions, hein. Dans ce cas-là, il est intéressant d'utiliser ce type d'approche. Donc c'est pour ça qu'on peut toutes les classer dans des modèles, les deux approches. Et ouais, merci. Je continue avec les questions de. Là, c'est Ryu. On voit bien la difficulté de mettre en place tout cela en santé. Avez-vous des exemples de réalisations qui ont été en bêta pas très performantes et secondairement améliorées par les différentes modalités de correction que vous avez citées? Deuxième question, comment analysez-vous l'échec d'IBM et de Watson en santé? Donc première question, où en est-on? Notre équipe ou le CHU? Le CHU a pas mal de projets. Ou notre communauté médicale, peut-être même hors CHU. Hein. C'est vrai qu'il y a un gap entre les jolis papiers dans Nature Médecine et l'application en routine. Je pense que c'est un peu la question qui est posée. Si on regarde d'abord la recherche sur les réseaux de neurones, elle est relativement récente. L'essentiel des petites applications et des progrès a une quinzaine d'années. Donc ça peut expliquer pourquoi aujourd'hui, en effet, c'est encore assez peu utilisé. Ça l'est beaucoup pour le traitement de l'image, en revanche, mais c'est une autre question. On peut penser que dans le traitement d'image, ce qu'on cherche à identifier, c'est l'image elle-même. Si en revanche, on pense à construire des modèles des trois types, diagnostic, pronostic ou de réponse thérapeutique, qui font appel à des réseaux de neurones, il y a encore beaucoup de travail à fournir. Mais c'est assez cohérent avec le fait que les connaissances théoriques sur ces réseaux de neurones sont assez récentes. Si on regarde les méthodes d'analyse de données de grande dimension dont on parlait tout à l'heure, FDR, FWER, les papiers de Benjamin Hochberg, ces méthodes sont arrivées quand on a disposé des données transcriptomiques au départ. Et il a fallu un certain nombre d'années pour que ces méthodes soient mises en œuvre. Quant aux fonctions de pénalisation appliquées à ces méthodes, c'est encore plus récent. Donc je pense qu'on a un outil ici et des méthodes que le corps médical doit s'approprier. On doit continuer de mettre les mains dans le cambouis et comprendre ce qu'on fait. Et qu'il y a, en parallèle, évidemment, à la compréhension de l'outil, des applications à développer. Et les applications sont en cours de développement. Voilà. Mais dans un domaine comme celui-ci, la veille technologique indispensable à assurer par notre communauté et la connaissance de la recherche sur le sujet sont des éléments qui vont nous permettre de mieux appliquer ces méthodes. Ok, et écoute, je vais te donner la dernière question du chat. Est-il possible, lorsque l'on veut développer une IA diagnostique, de calculer le nombre de données optimales pour l'apprentissage? Le problème est souvent de savoir ainsi combien de données sont nécessaires. Alors, dans ma courte expérience, il en faut toujours plus de données. La question, ouais, voilà, je te laisse la question. Écoute, ouais, je trouve que c'est une question particulièrement difficile. On pourrait imaginer un système de simulation, en effet, mais ça veut dire qu'on serait amené à simuler un modèle particulièrement complexe que seul un réseau de neurones pourrait identifier. Je pense que ce qu'on peut déjà dire, c'est que, évidemment, plus le modèle dont on n'a pas d'écriture explicite est complexe, plus la taille de l'échantillon d'apprentissage doit être importante. Ça, c'est certain. Ouais. On a déjà un élément de réponse. Dans le cas des modèles de régression simples, il y a des papiers pour tester, pour calibrer des études qui visent à estimer
des interactions. Et on a vu que déjà le nombre de sujets nécessaires pour détecter et estimer l'ampleur d'une interaction est très important par rapport au nombre de sujets nécessaires lorsqu'on veut identifier un effet propre, détecter un effet propre. Donc ça nous renseigne déjà. C'est-à-dire que pour des niveaux de complexité très très basiques, il faut déjà des études de taille importante. Donc on comprend que ici on n'est plus du tout dans la même puissance de 10 et qu'il faut vraiment des échantillons d'apprentissage de taille très très élevée parce que les fonctions sous-jacentes qu'on n'arrive pas à écrire mais sont beaucoup plus complexes à écrire déjà en modélisation classique. En revanche, en modélisation classique, si on avait la fonction, on pourrait estimer le nombre de sujets en simulant. Ok. Est-ce que j'ai répondu à la question? Et ben, écoute, je laisserai Gigi en juger. On a compris que la question n'était pas triviale. Écoute, Pascal, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour ce super topo, vraiment intéressant. Et puis merci aussi à tous les gens qui étaient présents, qui ont posé des questions. Écoute, maintenant tout le monde sait que tu travailles sur ces questions et pourra peut-être te contacter pour plus de détails. De toute façon, on a inscrit d'autres interventions de ta part dans les mardis de la CIA. Et donc, avec cette deuxième séance, on clôt l'année scolaire 2021 et puis on se reverra début septembre pour le troisième mardi de la CIA. Merci à tous et puis très bel été à tous, loin des ordinateurs et des machines, je vous le souhaite. Merci, merci à vous tous et merci à toi. Merci.